Ceux qui me suivent sur YouTube depuis quelques mois ont bien compris que sur cette chaîne, on parle principalement de cinéma et de gaming. Et depuis un certain temps, je voulais faire une vidéo qui mêlait les deux. Ça s'est donc réalisé avec ma vidéo sur Uncharted au cinéma, que je vous conseille d'aller voir, où je compare certaines séquences de la franchise à des séquences de films, mais je ressentais le besoin de parler de manière plus générale sur ces domaines, et pas juste me concentrer sur une saga. Mais le problème, c'est que je savais pas trop quoi faire. Une vidéo sur le cinéma et les jeux vidéo, ça a été fait des milliers de fois par plein de personnes différentes. Et c'est donc toujours difficile de trouver un sujet qui nous fait kiffer et qui n'a pas été traité. Et il y a pas longtemps, j'ai découvert la vidéo de The Great Review, qu'est-ce que le cinéma a appris aux jeux vidéo. Je l'ai trouvée excellente et je me suis toujours demandé si un projet similaire verrait le jour, mais où cette fois on parlerait plutôt du cinéma qui emprunte les codes du jeu vidéo. Et comme j'ai vu que personne ne l'a fait, me voilà aujourd'hui. Pour bien commencer et montrer ma culture de cinéphile aguerri, on va parler d'un film qui a bouleversé l'histoire du cinéma, qui a mis tout le monde d'accord et qui est considéré comme le chef-d'œuvre ultime du monde cinématographique. Je parle, bien évidemment, de Deadpool et Wolverine. Bon, blague à part, le film est juste sympa, c'est cool, mais y a pas de quoi s'affoler. Perso, j'ai kiffé pour plusieurs raisons. Déjà, enfin un film Marvel qui est vraiment drôle et gore, et qui s'assume complètement comme un film débile. Et pour moi, la scène qui caractérise le mieux ça, c'est le combat final entre Deadpool, Wolverine et l'armée de Deadpool du multivers. Ce qui rend cette séquence géniale, c'est le fait d'avoir choisi de faire un simple plan séquence avec un travelling latéral qui suit nos deux protagonistes durant leur combat contre beaucoup d'ennemis. Ça rend la scène plus immersive et donne de l'importance aux chorégraphies des personnages. Et pour beaucoup, cette scène s'inspire clairement d'un moment du film Old Boy, où on a un simple plan séquence avec un travelling latéral qui suit notre protagoniste durant son combat contre beaucoup d'ennemis, rendant la scène plus immersive et donnant de l'importance aux chorégraphies des personnages. Bon ok, c'est carrément un copier-coller de la scène de Old Boy. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les films Deadpool sont remplis de références et pas que des refs au cinéma comme on a pu le voir, mais aussi aux jeux vidéo. Parce que cette scène de baston n'a pas juste été faite pour faire référence à Old Boy, mais aussi au genre du beat'em all en 2D, où la caméra suit un personnage avancé qui se défoule en tapant plein d'ennemis. Et l'un des jeux de super-héros les plus connus qui fait partie de ce genre de jeu de combat, c'est justement le jeu X-Men sur borne d'arcade, où l'on peut notamment incarner Wolverine. Et en soi, sans forcément parler de beat'em all, ce genre de mise en scène fait référence aux jeux vidéo 2D dans leur globalité. La caméra qui reste fixée sur un personnage et qui suit ses déplacements, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans Mario, hein. Donc même Old Boy fait référence à ça, et a raison, parce que comment filmer un personnage se battre contre plein d'autres personnages sans faire des cuts dégueulasses toutes les secondes pour éviter qu'on voit qu'en réalité, la moitié des ennemis attendent chacun leur tour pour aller se battre. Parce que ça aussi, c'est un problème qu'on retrouve souvent dans les jeux vidéo en 3D. Ça serait injouable si tous les ennemis dans Assassin's Creed se ruaient sur nous. Et donc, on les voit attendre comme des cons qu'on finisse de taper quelqu'un pour venir nous affronter. Ce qui du coup pose un autre problème, une immersion gâchée. Parce qu'on se dit qu'on a gagné non pas parce qu'on est trop fort, mais parce que le jeu a fait en sorte qu'on gagne. Et en fait, sans même parler de gameplay, c'est juste moche esthétiquement de voir des personnages pas bouger ou alors tous nous enchaîner par dizaines. C'est pour ça que la 2D nous permet d'éviter ce problème. Par exemple, dans Sifu, il y a un moment qui fait justement référence à la scène d'Old Boy, où la caméra passe de la 3D à la 2D et où on se bat dans un couloir contre plein d'adversaires. Si la caméra était restée en 3D, on aurait vu qu'il y a des ennemis qui attendent chacun leur tour dans ce foutu couloir. Et ça, c'est une règle qu'on retrouve dans les jeux vidéo qui a été apportée dans le cinéma, la règle de si on voit pas où est l'ennemi, alors l'ennemi n'existe pas. Dans Deadpool et Wolverine, les deux super-héros affrontent une centaine d'adversaires, mais pas tous d'un coup, parce que la majorité sont cachés par le hors-champ, et donc n'existent pas dans l'espace et le temps appliqués par le film. Ce qui évite aux spectateurs de se dire pourquoi ils attendent chacun leur tour en fait? C'est les protagonistes sur qui la caméra se concentre qui décident ou pas qui doit apparaître à l'écran. Tout comme dans les jeux vidéo, c'est moi qui fais apparaître les ennemis parce que le programme du jeu n'a pas prévu qu'ils viennent vers moi tant qu'ils ne sont pas dans mon champ de vision.
Donc Shawn Levy, le réalisateur de Deadpool et Wolverine, a vraiment été intelligent sur ce coup, parce que c'était le meilleur moyen pour rendre une scène d'action pareille lisible, efficace, et qui fasse en plus référence à la pop culture de manière intelligente. Contrairement à une autre scène du film, où nos super-héros, bien plus nombreux cette fois, affrontent une armée de vilains dans une séquence illisible, visuellement pas terrible et qui nous fait mal au crâne parce qu'il y a tellement de personnages différents qu'on ne sait même plus sur qui se concentrer. Et ça, c'est un problème récurrent dans beaucoup de films d'action modernes. Pourquoi ? Parce que le montage est trop rapide. Il y a plein de cuts, la caméra tremble dans tous les sens et on n'a aucun repère visuel clair. George Miller par exemple, le réalisateur de Mad Max Fury Road, pour éviter ce problème, il a appliqué une règle fondamentale du jeu vidéo, le center framing. C'est-à-dire que l'action principale est toujours placée au centre de l'écran. On l'a déjà dit précédemment, dans un jeu, la caméra suit toujours le personnage qu'on incarne et fait en sorte de centrer l'action, comme si on était dans un énorme plan séquence. Dans Mario Kart par exemple, notre voiture est centrée en bas de l'image et la route elle en haut, car c'est les deux choses que l'on doit comprendre, où on est et où on va. Et d'ailleurs, le jeu vidéo Mad Max fait exactement pareil, voiture centrée en bas et route en haut. Mais au cinéma, ça marche pas tout le temps comme ça, il y a très souvent des cuts qui coupent une action pour en montrer une autre. Et dans Fury Road, on a fait en sorte que tout ce qui est important dans le cadre est toujours au centre de l'image. Résultat, même avec des montages ultra rapides, on comprend parfaitement ce qui se passe. L'œil du spectateur n'a pas besoin de chercher l'action car tout est précalculé pour qu'il capte immédiatement l'information essentielle. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup aussi dans les FPS, parce que là, même s'il n'y a pas non plus des cuts grâce à un montage rythmé, c'est nous qui choisissons de positionner la caméra de manière à ce que l'on veut observer soit toujours centré pour ne pas qu'on se perde dans l'image. Et d'ailleurs, ce procédé a beaucoup servi pour le film Hardcore Henry qui a été intégralement tourné en vue subjective, et où l'action et la baston est omniprésente. Et comme la caméra, c'est l'œil du personnage dans le film, ça fait qu'on est en totale immersion avec ce qu'il fait et qu'on n'est à aucun moment perdu, sauf si le personnage lui-même est perdu. Et souvent dans un jeu vidéo, pour éviter justement que le joueur se perde parce que l'action est beaucoup trop rapide ou brouillon, on utilise des effets de ralenti. Et là on va parler d'un cas un peu particulier où c'est un film qui a popularisé une technique qui est maintenant devenue une signature dans beaucoup de jeux vidéo. Je parle bien évidemment de Matrix, le film qui a popularisé le bullet time. Cette fameuse technique où une action est ralentie tout en permettant à la caméra de se déplacer normalement autour de la scène, donnant l'impression que le personnage principal perçoit le temps plus lentement que le reste du monde. Et ça a été énormément repris par la suite dans des jeux vidéo, que ça soit Max Payne, GTA, Fallout, Red Dead Redemption, Cyberpunk, et en même temps, cette technique respire le jeu vidéo quoi, parce que ça donne une sensation de contrôle ultra fluide. L'idée de ralentir l'action pour permettre aux joueurs de bien analyser la scène, c'est un principe clé du game design et ça donne aux joueurs un avantage tactique. Et dans Matrix, c'est exactement pareil, le bullet time est une extension visuelle du pouvoir de Neo dans la matrice. D'ailleurs, les Wachowski qui ont réalisé le film se sont clairement inspirés du langage vidéoludique. Elles ont même bossé sur le jeu Enter the Matrix pour pousser l'expérience encore plus loin. Et si depuis tout à l'heure on parle beaucoup de technique et de mise en scène, on peut aussi parler de narration. Edge of Tomorrow par exemple est un film qui raconte l'histoire d'un homme nommé William Cage interprété par Tom Cruise qui est contraint d'aller combattre une armée d'extraterrestres et qui finit par se faire buter. Sauf que directement après sa mort, il se réveille avant les événements de l'histoire et ça durant tout le film. Il est coincé dans une boucle temporelle malgré lui, revivant sans cesse la même journée après chaque mort. Donc déjà, oui, tout le concept du film fait étrangement penser à Outer Wilds, et pour ceux qui connaissent pas Outer Wilds, je vous renvoie sur ma vidéo qui raconte toute l'histoire du jeu. Mais en général, mourir et revenir à la vie, c'est un truc qu'on retrouve dans tous les jeux vidéo. Mais là où le film va être très intelligent, c'est que tout comme dans un jeu vidéo, le protagoniste va se souvenir de toutes ses actions, de toutes ses morts et donc de toutes ses conneries. Et encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur Outer Wilds. Dans un jeu vidéo, la mort t'apprend toujours quelque chose. Tu meurs en touchant un Goomba dans Mario,
tu comprends que tu ne dois plus en toucher. Tu meurs en restant trop longtemps sous l'eau dans Subnautica, tu comprends qu'il faudra être plus rapide et malin dans ton exploration. Tu meurs en affrontant Malenia dans Elden Ring, tu comprends que tu vas passer les 50 prochaines heures à pleurer du sang devant ton écran. Bah dans Edge of Tomorrow, c'est pareil, quand Cage meurt parce qu'il a pris un chemin, la boucle d'après, il en prendra un autre. Ce qui fait qu'en fait, chaque boucle, c'est une nouvelle partie qui se relance chaque fois dès qu'il meurt. On est donc sur un concept de die and retry qui plane sur tout le film. Au début, Cage, c'est un noob, il sait pas activer ses armes, il se fait buter trop facilement et ainsi de suite, et plus le récit avance, plus il prend du galon, apprend le pattern de ses ennemis, maîtrise du savoir-faire, etc., et devient meilleur que tout le monde alors qu'en soi, rien n'a changé. Et ça on le ressent encore plus grâce au dialogue des autres personnages qui sont écrits comme des PNJ. Par exemple, quand Cage meurt et qu'il se réveille, le même soldat vient vers lui pour lui dire à chaque fois "On your feet, maggot, maggot, maggot. I'm trying to be nice to you, maggot, now move." Et pareil, juste après on a la séquence avec le général qui fait son discours à Cage, et qu'on entend à plusieurs reprises mot pour mot dans le film. Puis plus l'histoire avance, plus ces scènes sont de plus en plus coupées, jusqu'à ne quasiment plus apparaître. Pour certains, c'est peut-être juste parce que le film travaille son rythme, mais pour d'autres, c'est surtout le réflexe basique d'un joueur de jeux vidéo. Comme si Cage skippait un dialogue ou une cinématique dans un jeu pour éviter de revoir le même passage. Si on reprend l'exemple de Malenia dans Elden Ring, tous ceux qui ont joué au jeu et l'ont affronté maintes et maintes fois pendant des heures ont forcément spammé la touche pour sauter la cutscene durant le combat, pour directement enchaîner avec la suite de l'affrontement. Un autre moment rigolo, c'est lors de la séance de pompe quand Cage roule sur le côté et se fait directement écraser par un camion. C'est con, mais c'est exactement ce qu'un joueur ferait. Perso, ça m'est arrivé dans Zelda Breath of the Wild, lorsque le jeu débute et nous place en hauteur pour nous faire contempler toute la map. Bah direct après ça, j'ai eu ce réflexe de con de vouloir sauter pour voir ce que ça fait, et tout comme dans Age of Tomorrow, je suis mort. On arrive maintenant vers la fin de la vidéo, parce qu'honnêtement j'ai pas d'autres exemples à vous donner. Mon but c'est pas forcément de montrer toutes les références aux jeux vidéo faites au cinéma, parce que sinon j'aurais très bien pu parler des films comme Ready Player One ou Free Guy, où l'histoire prend directement place à l'intérieur d'un jeu. J'aurais pu aussi vous parler des adaptations de franchises, comme les films Resident Evil, qui reprennent souvent la mise en scène des premiers jeux, comme la caméra collée au plafond qui reste fixe pour renforcer le sentiment de peur et de vulnérabilité des personnages, ou même l'effet avec le zombie de dos qui bouffe un cadavre et qui tourne sa tête en direction de la caméra pour que le spectateur comprenne que c'est un zombie. Même si bon, après dans le film c'est très mal fait et ça n'a aucun sens parce que c'est pas vraiment le premier zombie contrairement au jeu. Enfin bref, mon but c'était surtout de donner un sens à ces références. Qu'elles ont été utilisées non pas parce que trop drôle on dirait un jeu vidéo, mais parce que trop cool, l'effet recherché fonctionne. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'art du cinéma et du gaming ne sont plus du tout séparés. Ils se nourrissent l'un l'autre pour créer des expériences toujours plus immersives et toujours plus spectaculaires. Et ça pour notre plus grand plaisir.